Et oui, le CAC 40 qui continue d'enregistrer de nouveaux records. On est au-delà aujourd'hui des 8100 points. Bonjour Wilfried. Bonjour David. Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Ça va vite quand même, non? Nouveau plus haut historique, on le dit quasiment tous les jours maintenant pour l'indice parisien. C'est formidable. C'est une bonne nouvelle évidemment pour ceux qui en ont, mais ça va pas un peu vite quand même là, franchement? En fait, vous connaissez le vieux proverbe boursier qui dit que le prix des actions, c'est le prix des données d'aujourd'hui et des histoires de demain. Ouais. Et là, aujourd'hui, il y a énormément d'histoires qui sont racontées sur, effectivement, à la fois l'économie, mais surtout la capacité des entreprises à générer de la valeur. On le voit avec l'intelligence artificielle à Wall Street, et on le voit en Europe avec des circonstances qui sont quand même des circonstances assez favorables. Ce qu'on a beaucoup oublié quand même, c'est sur les 15 derniers jours, on a eu un allègement des conditions financières, donc une baisse des taux d'intérêt en zone euro qui était quand même assez significative. On était à 3% quasiment sur le 10 ans français en février et on est un petit peu en dessous de 2,80. Donc ce sont des niveaux de baisse qui sont significatifs. Et on a eu aussi, malgré tout, et il faut quand même le souligner, de la part de l'économie chinoise, des signaux, et on sait que le CAC 40 est quand même très connecté à la Chine via les très grandes valeurs, le luxe bien sûr, mais aussi d'autres valeurs comme Schneider, Legrand, qui vendent beaucoup en Chine. On a eu des nouvelles un peu meilleures que celles qu'on attendait. Alors c'est pas formidable du tout, mais néanmoins on semble atteindre un espèce de plancher en Chine et on semble avoir, du point de vue de la consommation, un peu de meilleures nouvelles, et ça a quand même beaucoup aidé le CAC. Puis évidemment, on a un environnement international avec les marchés américains qui sont quand même très flamboyants, et on sait que quand les marchés américains vont bien, les marchés européens, c'est quand même beaucoup plus facile pour eux. Puisqu'on parle de l'oncle Sam, on a eu le chiffre hier de l'inflation aux États-Unis. Il n'est pas si bon, il n'est pas mauvais, mais pas si bon que ça, 3,2% en février, un peu plus que ce qu'on attendait en glissement annuel. Mais on a quand même le sentiment que sur plusieurs mois, on a une inflation qui est un peu sticky, qui colle autour de 3%, et ça n'empêche pas les bourses de monter. C'est comme si finalement, quelle que soit la nouvelle, elle était bonne. Alors, je pense que c'est pas tellement ça. D'abord, il y a plusieurs indices d'inflation aux États-Unis, et l'indice qui est sorti hier, c'est d'une certaine façon le moins important en fait. Donc tout le monde s'est focalisé là-dessus, mais l'indice dit Consumer Price Index, le fameux CPI américain, il est conçu avec énormément d'immobilier à l'intérieur. Vous avez quasiment 40% de composante immobilière à l'intérieur. Si on retire la composante immobilière. Voilà, et si on retire la composante immobilière, en tout cas sur l'indice Cœur, on est beaucoup plus au-delà, on est largement en dessous de 3% en fait. Largement en dessous de 3%. Quand on regarde l'indice PCE, qui est celui qui est le plus suivi par la Fed. Voilà, par la Fed, le Price Consumer Expenditure. Quelle différence entre tous ces indices? On s'y perd. En fait, le PCE est véritablement conçu en proportion du PIB américain, donc véritablement en proportion de l'économie américaine. C'est-à-dire, en gros, vous avez 15% qui correspondent par exemple au logement. Alors que l'indice PCI, qui est un indice beaucoup plus historique, il y a à peu près 40% dans le logement. Et comme on sait que les indices sur le logement sont beaucoup plus retardés en termes d'évolution, ils ont beaucoup moins de prise avec l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. C'est vrai qu'on regarde beaucoup plus l'indice PCE. L'indice PCE, il est à 2,4%. Donc ça veut dire qu'on est entre 2 et 2,5%. Alors s'il y avait effectivement eu hier une poussée très forte par rapport à ce qu'on attendait, là je pense que les choses auraient été différentes. Ce qui n'est pas le cas quand on regarde la composition. Le reflux est plus difficile aujourd'hui. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a un certain nombre de secteurs, en particulier dans les services, en particulier dans les assurances. Les assurances automobiles, les assurances santé, sont des secteurs qui ont une pression haussière assez importante en termes de dynamique de prix. C'est pareil, par exemple, pour la partie transport, les transports aériens, un certain nombre de transports de véhicules de passagers qui ont tendance effectivement à être un peu plus résistant. Ça ne veut pas dire non plus qu'on a un enchaînement aujourd'hui très fort. Donc ça ne change rien, ça ne change rien sur la politique monétaire de la Fed, qui ne fera rien la semaine prochaine, qui pourrait a priori baisser ses taux une première fois. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont on se rend compte et que tout le monde commence quand même à dire assez fortement, c'est qu'il n'y a aucune raison pour qu'on ait aux États-Unis des taux à 5,5% et en parallèle d'ailleurs aucune raison pour qu'on ait des taux à 4% en Europe. Est-ce qu'on doit aller rapidement vers 2% en Europe et rapidement vers 3% aux États-Unis? Peut-être pas, mais en tout cas, avoir assez rapidement l'équivalent de 1% de baisse de taux, ça paraîtrait un mouvement totalement légitime pour se remettre dans une position non plus restrictive. On pense que l'économie n'a plus besoin de restrictions aujourd'hui, mais simplement dans une position proche du taux neutre.
le fameux taux neutre que tout le monde Ni recherche. le soutien, ni... Exactement. Et ce qui permet après de reprendre du temps. La problématique qui est devant les banques centrales, et le reproche qui commence quand même à leur être fait, c'est que vous avez été très lente pour remonter les taux et arrêter le soutien qui n'avait plus nécessairement lieu d'être après la pandémie. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'aller là aussi dans l'excès inverse, c'est-à-dire d'être beaucoup trop prudente et d'aller beaucoup trop lentement dans le retour, en fait, voilà, simplement dans le retour à une position neutre vis-à-vis de l'économie. On n'attend pas de vous un soutien, mais on n'attend plus de vous que vous nous envoyiez en récession. Toutes les bourses mondiales, Wilfried, sont au diapason. Après, Ouais. on a un CAC 40 quand même, quand on se compare par rapport aux autres bourses européennes, qui surperforment, qui Ouais, fait exactement. mieux Ouais, absolument. que le FTSE anglais, que le Ouais. DAX allemand. Ouais, tout à fait. Il faut le noter quand même. Exactement. En fait, on n'a pas... Vous savez que les performances boursières se font essentiellement en évitant les catastrophes. Hein. C'est formidable si vous avez les meilleures valeurs, mais en fait, dans le temps, ce qui compte, c'est d'éviter les grosses sous-performances. Or, les bourses allemandes et britanniques ont eu des accidents importants en termes de matières premières sur la partie britannique et en termes d'économie industrielle sur la partie allemande. Hein. On a eu, par exemple, l'entreprise Bayer qui a été massacrée en bourse. Et donc ça, c'est effectivement une problématique pour ces indices-là que nous n'avons pas eu. On a eu des très mauvaises performances, hein, effectivement, Alstom, Téléperformance, mais qui compte pour un tout petit poids dans l'indice. Ouais. Et donc par rapport aux géants que sont les grandes entreprises industrielles, les grandes entreprises du luxe, bah forcément ça se passe, voilà, ça se passe beaucoup mieux pour nous, et tant mieux. Donc on se dit quoi d'un point de vue fondamental sur le CAC 40 ? On se dit quoi ? On se dit que c'est 8130 ou 40 points où on se parle, c'est justifié. On se dit quoi ? J'ai regardé, on est sur un ratio de 14 fois. Le CAC 40 se paye 14 fois les bénéfices attendus pour 2024. C'est sa moyenne décennale. Donc on se dit que ce n'est pas survalorisé. Non, il y a pas de... moi, je trouve que c'est parfaitement justifié. En revanche, il y a quand même beaucoup d'incertitudes en ce moment. N'oublions pas qu'on est dans la période des Ides de mars. Vous savez que les Ides de mars, c'est ce fameux milieu du mois de mars. Les Ides de mars, c'est le moment où Jules César a été assassiné. Et c'est toujours le moment en fait, où il se passe quelque chose sur les marchés. N'oublions pas que le 9 mars 2000, c'était le sommet de la bulle TMT, exactement le sommet. Le 9 mars 2020, plus proche de chez nous, c'était le moment où le 10 ans américain a atteint 0,31%, son plus bas historique, et ensuite ça s'est retourné. Et il y a énormément de choses qui se passent en fait. On est après l'euphorie du début d'année, on est en train de revoir un certain nombre de scénarios. Il se passe toujours quelque chose au milieu du mois de mars. En tout cas, ça va quand même un petit peu vite là. Et ça va un petit peu vite. Il y a un événement sur lequel je voudrais terminer. Oui. Au début de la semaine prochaine, on a un événement très important, c'est la réunion de la Banque du Japon. C'est la dernière banque à maintenir une injection de liquidité et des taux négatifs. Elle pourrait changer à la fois son contrôle de la courbe des taux, sa politique de taux négatifs et sa politique d'injection de bilan. Et ça, c'était quand même un soutien important sur les marchés. Il ne faut pas l'oublier, la Banque centrale du Japon, c'est une banque très importante. Donc là aussi, si elle décidait de changer, il y a beaucoup de rumeurs là-dessus, si elle décidait de changer au début de la semaine prochaine, ça pourrait nous procurer un certain nombre de turbulences. Je dirais qu'en ce moment, avoir un peu de prudence sur les portefeuilles, prendre un peu de bénéfices, ça me paraît une bonne politique. Allez, merci à vous. Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier. Merci. Avec plaisir, merci.